La rébellion des grands clubs de football, emmenée notamment par les présidents du Real Madrid et de la Juventus, n'aura pas duré longtemps. En 48 heures, seulement 48 heures, ce projet de Super League est déjà abandonné et enterré. Bonjour Sébastien Pommier. Bonjour David, bonjour à tous. Bonjour, merci d'être là avec nous, journaliste à l'Express. C'est vrai que la planète football a vécu en 48 heures un scénario absolument incroyable, rocambolesque, avec ce projet de mini-championnat fermé. C'est du jamais vu ce qui s'est passé là en 48 heures. Ouais, absolument, on a l'habitude du suspense dans le sport, mais là c'est allé très très vite et en dehors des terrains. En fait, tout est parti le week-end dernier. Il y a des réunions qui se sont tenues de manière assez confidentielle entre les cessationnistes qui avaient prévu donc de monter cette Super League à partir de lundi dernier. Il y a eu des réunions très très tard jusqu'à dimanche soir et en fait les 12 clubs ont fini par sortir la bombe lundi matin. Il faut savoir qu'il y avait une réunion très importante à l'UEFA, donc qui est l'instance qui chapeaute le football européen, qui devait avoir lieu lundi pour faire une nouvelle formule de la Ligue des Champions. C'est la compétition phare au niveau européen, dont le but était d'élargir la compétition de 32 à 36 clubs, là où les puissants voulaient au contraire resserrer le jeu pour augmenter la répartition des gains. Et la menace de la Super League était en fait une sorte d'ultimatum lancé par ces puissants pour essayer de faire changer d'avis les instances. Voilà. Et il se trouve que finalement, donc pour une histoire de sous, pardon, tout ça c'était pour une histoire d'argent, pour qu'il y ait plus d'argent qui rentre dans les caisses de ces grands clubs. C'est ça le fin mot de l'histoire. Et après on explique comment tout ça est parti en live. Exactement. En fait, il y a un effet crise et puis il y a un effet durable. Le Covid a vraiment empiété les trésoreries des clubs. Il y a une étude de KPMG il n'y a pas très longtemps qui vient d'être publiée. C'est 5 milliards d'euros de perdus pour les principaux clubs l'année dernière. Il se trouve que le fruit du hasard, c'est quasiment la somme qu'aurait dû toucher les grands clubs avec cette Super League. Exactement. Donc ça, c'était vraiment une réponse de court terme du budget de la Super League. En fait, c'était une réponse de court terme. Les clubs vont perdre probablement cette année à peu près autant. Donc il y a vraiment des trous dans la caisse des grands clubs et donc la Super League était une réponse rapide. Il faut savoir que le ticket d'entrée dans la Super League était au minimum de 350 millions d'euros. Juste pour vous donner un exemple, le PSG qui est arrivé en finale de la Ligue des Champions l'année dernière a touché à peu près 100 millions d'euros de gains divers et variés. Tout s'est effondré, tout a commencé à s'effondrer, j'ai envie de dire, Sébastien Pommier, mardi, avec le retrait des clubs anglais, 6 clubs anglais, dont Manchester City, Chelsea et Manchester United, qui étaient impliqués dans le projet. C'est ça qui a provoqué l'effondrement du château de cartes, parce que derrière, on suivi quelques heures après, pour le coup, de l'Atlético Madrid, l'Inter de Milan, qui ont jeté, dès le lendemain, officiellement l'éponge. Alors, il y a une morale dans le foot, David. En fait, les clubs anglais sont puissants. Et leurs dirigeants sont aussi des hommes d'affaires, notamment américains. Si on prend les 6 clubs qui étaient dans le projet, Arsenal détenu par un propriétaire américain, Liverpool détenu par un propriétaire américain, Manchester United détenu par un propriétaire américain. Ces gens-là ont une culture du sport business, mais ils n'ont pas une culture du football européen. Et les clubs et les groupes de supporters leur ont rappelé ce qu'est un sport populaire. Faut voir que par exemple mardi, avant le match de Première Ligue entre Chelsea et Brighton, les supporters de Chelsea ont bloqué le bus de leur propre équipe, ce qui a retardé le coup d'envoi du match d'un quart d'heure et fait monter énormément la pression auprès des dirigeants. Donc ce sont les supporters, à vous écouter, supporters anglais qui ont fait plier les clubs et les dirigeants. Et donc c'est leur victoire quelque part, cette mise en échec. Même si on sait qu'aussi dans le sillage, les entraîneurs, les joueurs ont aussi fait part pour le coup de leur réprobation et de leur désaccord. Alors c'était compliqué pour les joueurs de se positionner de manière nominative, parce que évidemment l'effet de corps a plus de poids. Mais on a vu que les joueurs de Liverpool ont fait un communiqué justement pour montrer leur désapprobation. Les supporters ont embrayé. Avant le fameux match contre Chelsea, ils ont loué un avion avec une banderole qui a survolé le stade en disant qu'ils étaient opposés au projet. Et puis ils ont aussi été quelque part backés par le gouvernement britannique qui est dans une période post-Brexit et qui doit essayer de porter sa propre économie. Et le foot est un actif symbolique qui doit pouvoir montrer aussi qu'ils sont capables de Boris Johnson s'est mêlé de l'affaire et a pris position. Oui, bien sûr. Il a senti qu'il avait plutôt
un coup à faire à supporter les supporters, mais c'est vraiment une dimension populaire. Le foot en Angleterre, c'est pas qu'un sport, c'est une culture. Et les dirigeants de ces grands clubs l'ont un peu oublié. Ouais. Après, c'est vrai que l'épisode d'hier est assez rocambolesque. On a le patron de la Juve hier qui admet l'échec du projet et le fait que cette nouvelle compétition, cette Super League, avait peu de chances de voir le jour. Alors qu'en début de journée, eh ben, Andrea Agnelli soutenait que le projet avait 100% de chances de succès. Voilà. Et en même temps, on a le patron du Real qui dit que le projet, Florentino Pérez, qui dit que le projet est toujours en stand-by. C'est quand même dingue, quand même. Hein. Ouais, en fait, Andrea Agnelli, il joue un double jeu. Il est très très proche du président de l'UEFA. Il faut savoir que il est le parrain d'un de ses fils. Donc, ils ont des liens qui vont au-delà du business. Andrea Agnelli, ça fait des années qu'il essaye de monter ce projet de ligue dissidente. Et il a tout perdu en 48 heures. Il a perdu son poste de président de l'ECA, qui est l'Association européenne des clubs. Il a perdu sa crédibilité sur la scène européenne. Et probablement, il a signé un petit peu l'arrêt de ses ambitions politiques dans le sport au niveau européen. Donc succès pour les supporters, notamment anglais, et succès, je veux dire aussi, Sébastien, pour les instances du football, l'UEFA, la FIFA, dont les menaces à répétition en quelques heures de représailles contre les clubs, contre les joueurs, ont fini par dissuader les clubs rebelles. En fait, les instances, elles ont montré leur résilience et tout s'est joué au moment des assemblées générales de cette semaine. Il y a eu 2 grandes réunions cette semaine à l'UEFA, une qui était pour cadrer le nouveau format de la Ligue des Champions et une autre qui était plus une assemblée ordinaire sur le avis des instances. Au moment de l'assemblée ordinaire, il y a le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui est venu on va dire, renforcer la décision de l'UEFA. C'est un calcul, en fait, aussi de sa part, parce que l'instance européenne, c'est 54 fédérations, c'est 54 voix qui votent également pour la présidence de la FIFA. Donc, le fait que les 2 instances, qui d'habitude sont plutôt rivales, fonctionnent ensemble, c'était vraiment pour putcher les putschistes, j'ai envie de dire, et leur rappeler qu'il n'y a pas que les questions financières, il y a aussi l'organisation du jeu. En même temps, il faut pas se leurrer. Hein, les putschistes vont finir par avoir gain de cause également, parce que ça va pousser l'UEFA. Sur le fond, ouais. Parce que c'est ça le sujet, c'est qu'on sait que dans le fond, on l'a dit, c'était aussi surtout une histoire de gros sous, de revalorisation des droits de la compétition. Et le président de l'UEFA semble ouvert pour que la nouvelle mouture de cette Ligue des Champions soit dotée de plus d'argent. On parle de 6 milliards, là on était à 2 aujourd'hui, et le projet, à partir de 2024, je crois, saison 2023-2024, était plutôt sur 4 milliards d'euros prévus initialement pour les clubs. Ce n'est pas une petite victoire sur le fond pour ces clubs frondeurs, même si cette Super League est mornée et ne verra jamais le jour. De toute façon, depuis des années qu'on a cette rumeur persistante sur la Ligue fermée, c'est toujours une manière pour les clubs d'influencer les décisions de l'UEFA, les réformes. C'était pas ça la stratégie au final, peut-être aussi, non ? De faire tout ça pour derrière renégocier à la hausse les sommes touchées dans le cadre de la compétition ? Probablement parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait, mais de manière informelle. Là, ils ont appuyé sur le bouton nucléaire et en fait, la menace maintenant, elle est voilà. Ils ont tiré la cartouche qu'ils avaient dans le fusil. L'UEFA, elle génère chaque année, sa compétition principale, donc qui est la Ligue des Champions, génère à peu près 3,2 milliards de recettes et elle redistribue 2 milliards. Ouais. Donc dans le prochain format, si les rumeurs qui sont en train de grossir, notamment sur l'entrée d'un fonds britannique Centricus, qui pourrait faire monter, comme vous l'expliquiez, la dotation autour de 6 milliards. Donc les clubs devraient quand même pouvoir toucher davantage d'argent dans le futur et s'y retrouver. Il y a quand même une dimension qu'ont oublié les clubs de la Super League, c'est que l'UEFA a aussi une mission quelque part de solidarité et que l'argent qui est généré par les compétitions phares est censé ruisseler au niveau des fédérations. L'UEFA finance les petites fédérations européennes, le foot amateur. Donc toute cette enveloppe va grossir, mais il ne faut pas se leurrer. Au final, les clubs toucheront davantage d'argent parce que c'est aussi le sens de l'histoire. Incroyable quand même cette histoire sur 48 heures, hein, Sébastien. On a vécu là. C'est allé très très vite et on a hâte de les retrouver sur le terrain du coup. Ouais, parce que en tout cas voilà, ils se sont retirés, voilà, on finit là-dessus, mais d'une rapidité. On a pu imaginer qu'ils tiennent un peu, encore une fois, ces clubs frondeurs et au final, voyons, même pas 48 heures, tout s'est dégonflé.
il y avait des clauses entre les participants, c'est-à-dire qu'ils ont bordé les contrats jusqu'à dimanche soir très tard avec les cabinets d'avocats pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un club qui se désolidarise. Donc il y avait quand même une pression des uns entre les autres pour essayer de tenir parce qu'ils savaient que ça allait être violent. Le problème, c'est que là, ils se sont fait déborder par leurs propres supporters. Par les clubs anglais. Club anglais, l'Angleterre, c'est le berceau du football, hein, faut pas l'oublier. Hein. C'est le berceau du foot. Ils ont cru qu'ils allaient pouvoir quelque part profiter de la pandémie et des matchs à huis clos pour essayer de s'effacer de cette pression populaire. Mais c'est plus fort que le foot est plus fort que ça et les clubs de supporters leur ont rappelé que c'était eux qui détenaient les clés en fait au final. La morale est sauve. Merci en tout cas. Explication signée Sébastien Pommier, journaliste à l'Express. Merci Sébastien, bonne journée. Merci David.